Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle série Les Dessous des cartes, une production 100% indépendante réalisée par l'agence d'information Citizen Light. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à observer les incohérences du monde et nous avons de quoi être inquiets au vu des dynamiques en cours qui nous emmènent dans l'impasse. Alors ce soir, nous vous proposons de faire un pas de côté et de partir en quête de réponses. Ce qui nous semble incohérent ne l'est peut-être pas tant que ça. Nous ne regardons simplement pas les événements avec la bonne grille de lecture ou la bonne paire de lunettes. Certains analystes expliquent que le pouvoir politique a été dépassé, voire remplacé par le pouvoir économique dans la dynamique du libéralisme des 50 dernières années. D'autres experts affirment que les réseaux d'influence, tels que les think tanks ou les ONG, sont devenus les nouveaux façonneurs du monde. Enfin, certains spécialistes, souvent méconnus du grand public, proposent l'hypothèse que l'histoire est écrite par des organisations occultes ou ésotériques qui agissent dans l'ombre. Qui tire les ficelles? Qui est derrière les cartes? Beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse. Dans cette série, Le Dessous des cartes, nous allons cheminer ensemble pour tenter de comprendre où est réellement le pouvoir, les objectifs derrière ces acteurs et les stratagèmes qu'ils utilisent pour arriver à leur fin. Et cette émission a pour titre « Le secret qui nous gouverne, de la franc-maçonnerie à l'ésotérisme dans nos institutions ». Akina, reporter pour Citizen Light, c'est un plaisir ce soir de co-animer cette émission avec David Pliquet. Bonsoir David. Bonjour Akina, bonjour. Très heureux d'être avec vous, d'être avec nos invités. Tu peux te présenter rapidement s'il te plaît ? Oui, bien sûr, c'est une première pour moi d'être de ce côté du plateau. Je remercie Pierre Bernarias pour son invitation. Donc en fait, je suis finalement très peu de choses. Mon nom est personne, disait Ulysse, c'est ça. Et au demeurant, donc juste un citoyen curieux du monde et manifestement depuis quelques années intéressé par ce qui peut ou pourrait manifestement se passer derrière le rideau. Quelques expériences personnelles m'ont fait comprendre que nous avions une vision du monde qui nous paraissait tout à fait cohérente il y a quelques années à peine. Et puis quelques événements nous ont mis la puce à l'oreille. Et puis finalement, comme nous sommes des êtres de réflexion, des êtres intelligents, formés, cultivés, on peut remercier en ça l'école de la République, on est amené à se faire son propre opinion, son propre avis. Et par recherche, aujourd'hui possible par l'intermédiaire des outils numériques, il faut vraiment les remercier pour ça, on est en mesure de connecter des éléments du puzzle qui deviennent de plus en plus cohérents. Et effectivement, le monde visible est manifestement sous-tendu d'une autre réalité passionnante. Et c'est dans ce cadre-là que je suis très heureux d'intervenir avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir et on espère découvrir certaines clés pour mieux comprendre le monde. Et nous avons la chance aussi de co-animer cette émission avec Pierre Bernarias. Bonsoir Pierre, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs ? Rapidement, moi je suis de formation journalistique, voilà, j'ai exercé ce métier pendant plus de 30 ans et à partir de 2010, il y a eu un tournant, c'est-à-dire que j'ai décidé de faire mes enquêtes pour le cinéma parce que déjà à l'époque, en étant rédacteur en chef d'agences de presse, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets qui ne passaient pas, comme par exemple le clonage humain. C'est intéressant le clonage humain. Le clonage humain est fait depuis quelques années et on ne voulait pas en parler. Il y avait d'autres sujets, notamment j'avais présenté à différents magazines très connus une émission sur les médicaments tueurs. Intéressant, aux États-Unis, il y a 200 000 personnes qui meurent des médocs. Ça passait pas. Donc je me suis dit, bon, tournons-nous vers le cinéma. Et donc voilà, j'ai décidé de faire mes petites enquêtes. Avec, c'est vrai que le cinéma, vous avez l'avantage, c'est que vous êtes libre, à 100%. Seulement, vous n'avez pas d'argent. C'est-à-dire qu'il faut aller quémander, chercher de l'argent pour faire des films. Mais au moins, vous êtes libre. À la télé, vous avez de l'argent, mais vous n'êtes pas libre, parce que moi j'ai bien vu comment dans la rédaction, non, tu me changes ça, non, ça va pas, non, à tel moment, il y a une pub sur l'autre, donc il faut que tu fasses une voix off bien punchy. Enfin, vous vous rendez compte que tout est un peu truc. Nous avons la chance tout d'abord d'accueillir Serge Abad-Galardo. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être présent pour ce premier épisode des Dessous des cartes. C'est vraiment un plaisir. Je me permets de vous présenter rapidement. Vous êtes architecte de formation, ancien haut fonctionnaire territorial, et vous avez passé plus de 20 ans au sein de la Loge du droit humain, un ordre maçonnique mixte et international. Vous avez été élevé au 18e degré en tant que vénérable maître au sein de cette même loge, et en 2012... 12e degré. 12e degré, excusez-moi. Merci pour la précision, c'est important. J'ai essayé de préparer ça du mieux possible. Merci pour ces corrections. Et donc en 2012, vous êtes revenu à la foi chrétienne et donc vous avez quitté la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, vous témoignez de votre parcours dans 6 ouvrages que vous avez écrits au cours des 10 dernières années. Vous êtes très prolifique et vous parcourez aussi la France pour donner des conférences qui rencontrent un véritable succès. Vous pouvez aussi, à travers votre parcours, témoigner aussi. Ça vous permet de dévoiler ce véritable contre-pouvoir caché qu'est la franc-maçonnerie et qui influence nos institutions. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, simplement une chose qui me paraît importante, c'est que je ne parle pas des francs-maçons en tant que personne, mais je parle des doctrines. Et je parle également du système de l'institution elle-même. Il faut savoir que 90-95% des francs-maçons n'accèdent jamais dans les hauts grades. Vous parliez tout à l'heure du 12e degré, c'est un des hauts grades, c'est celui que j'ai obtenu un peu avant de démissionner. Et la plupart des francs-maçons, donc, n'ont pas conscience des enjeux que l'on discerne lorsqu'on analyse la franc-maçonnerie telle qu'elle agit dans la société. Je crois même qu'ils sont d'une certaine manière obnubilés par le rituel, par l'ambiance, il y a une sorte de, d'emprise de la psychologie de groupe, on pourrait dire. On pourrait peut-être même parler de magie à ce niveau-là. Mais ils sont même relativement heureux de participer au bonheur de l'humanité. Alors, je terminerai juste, parce que je ne veux pas être trop long, sur un exemple qui fera comprendre à vos auditeurs et téléspectateurs l'aspect fallacieux qu'il y a dans la doctrine maçonnique. Nous avons la chance ce soir aussi d'avoir avec nous Hubert Marty-Vreyens. Merci à vous d'être là, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci de prendre ce temps-là. Vous avez donc une formation initiale de Sciences Po Paris. Oui. Vous avez ensuite poursuivi une licence et une maîtrise de droit à l'Université de la Sorbonne. Oui. Et vous avez été, dans les années 80, vous êtes donc ancien policier français, un des premiers commissaires si jeune, à l'âge de 25 ans, vous avez été commissaire. Oui, 25 ans. 25 ans. Si je ne fais pas d'erreur, merci de me corriger si je fais des erreurs dans mes présentations. Et vous avez été même major de la 35e promotion des commissaires de police. Oui. Vous avez donc été commissaire à la direction centrale des renseignements généraux, appelé communément les RG. Oui. Ensuite, vous avez continué votre carrière, vous avez travaillé au STIP, qui est le service de coopération technique internationale de police, avec plusieurs postes en Afrique et particulièrement au Gabon. Vous êtes resté plusieurs années. Oui. Ensuite, vous êtes passé au SGDSN, qui est le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, qui est en lien étroit avec le Premier ministre. Vous avez été aussi formateur dans cette institution. Vous êtes un spécialiste aussi de la surveillance, parce que vous avez travaillé sur le projet Échelon, qui est un projet de surveillance des télécommunications et d'interception, de surveillance des services de renseignement états-uniens. C'était donc les prémices de la surveillance de masse. Et votre liberté de parole et votre intégrité professionnelle vous a coûté cher, des conséquences importantes. Oui. Et en particulier votre position, de ce que j'ai compris, votre position non conformiste sur le 11 septembre 2001, sur lequel on pourra peut-être dire un mot ce soir, vous a coûté votre poste et votre carrière. Tout à fait. Vous voulez rajouter quelque chose ou faire des corrections? Oui, non, c'est le résumé, le digest est bien fait. Merci. Mais parallèlement... J'étais à une époque passionnante au SGDN. J'étais de 1997 à 2002, c'était la montée de l'Internet. Donc il y avait un défi qui se proposait, parce que quand je suis rentré d'Afrique fin 96, où j'ai failli être tué au Burundi, j'étais victime d'une attaque qu'on a tirée sur moi. Donc on m'a dit, écoutez, on vous propose soit de rester en police, soit on vous propose un poste un peu étonnant, c'est de travailler au SGDSN sur les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Et là, il y avait un machin qui sortait, là, qui arrivait, c'était Internet. À l'époque, il y avait à peu près 400, à peine, je crois que quand je suis arrivé, il devait y avoir à peu près 100 000 ou 200 000 abonnés Internet. Ça faisait figure d'un truc, un peu un gadget, on ne savait pas comment ça allait évoluer. Et évidemment, quand on a regardé les événements passer la montée en flèche de l'Internet, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet outil? Comment ça va fonctionner? Nous, on était chargés de la numérisation à outrance des services publics de l'État. Donc, on se disait, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut freiner? Est-ce qu'il faut être contre? Est-ce qu'il faut développer? J'étais donc détaché. J'étais le seul policier à l'époque détaché à ce qui est devenu maintenant l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. À l'époque, quand je suis entré, ça s'appelait le SCSSI. Après, c'est devenu la Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, j'étais dans un bain technologique passionnant, parce que seul flic égaré avec des polytechniciens, des ingénieurs des télécoms, des ingénieurs des mines, des chercheurs en informatique. C'est pas un milieu qu'on fréquente quand on est flic. Hein. Entre nous, c'est très différent. La franc-maçonnerie est une société secrète. J'insiste sur le terme. Tous les dignitaires de la franc-maçonnerie vont s'inscrire en faux sur ce que je viens de dire et vont dire non, c'est une société discrète. Et c'est là où on va voir le côté fallacieux des déclarations maçonniques. L'American Foundation, c'est toute cette pépinière qui nous échappe complètement.
du forum de Davos, où on a qui? On a le fameux Schwab, et puis Soros. Soros a l'impression, c'est un faiseur de roi, Soros. C'est quelqu'un c'est comme Kissinger à une époque, hein, qui défaisait les présidents, les premiers. C'est ces D'ailleurs, gens-là. son formateur, entre guillemets, je crois. Oui, il me semble, oui. Donc, ça veut dire que maintenant, si on ne se mobilise pas ardemment pour reprendre en France le pouvoir pour les Français, on va au-delà de graves désillusions.